Bonsoir et bienvenue. On ouvre la grande édition de cette semaine, comme d'habitude, avec les actualités du lundi 6 mars. En République démocratique du Congo, une trentaine d'éléments de l'armée burundaise sont arrivés le dimanche 5 mars à Goma, dans la capitale du Nord Kivu. Ce déploiement intervient dans le cadre de la force sous-régionale de l'EAC, est censé faire respecter le cessez-le-feu entre l'armée congolaise et la rébellion du M23. Les troupes burundaises sont arrivées dans le Nord Kivu dimanche. Une trentaine de militaires ont atterri à Goma dans le cadre du déploiement d'une force régionale visant à mettre fin aux violences dans l'est de la RDC. Au total, une centaine d'hommes envoyés par la communauté est-africaine tentera d'endiguer l'avancée de la rébellion du M23. Cela, c'est pour matérialiser les cessez-le-feu qui intervient dès ce mardi 7 février. Mars. Ensuite, c'est participer au retrait du M23. La petite troupe se déploiera dans les prochains jours entre Sake, Kilolirwe et Kichanga. Des troupes sud-soudanaises et ougandaises sont encore attendues sur le sol congolais pour compléter le dispositif militaire décidé par l'EAC. Seconde étape de notre tour d'horizon de l'actualité, la Tunisie où l'évacuation des migrants originaires d'Afrique subsaharienne se poursuit. Après la Guinée-Conakry, c'est la Côte d'Ivoire et le Mali qui ont procédé le week-end dernier au repatriement des premières vagues de leurs ressortissants. Près de 300 personnes au total. Ceci est suite aux propos anti-migrants tenus par le président tunisien Kais Saïed. Des centaines de migrants d'Afrique subsaharienne ont rejoint samedi leur pays après avoir été rapatriés en avion de Tunisie. Au Mali, 135 ressortissants sont arrivés à Bamako en fin de journée. Ils ont été accueillis sur le tarmac par le ministre des Maliens établi à l'étranger. Je voudrais aussi saluer le peuple tunisien parce que le peuple tunisien s'est mis en majorité à l'écart de cette situation. Et le peuple tunisien a assisté. Ce matin même, il y a une femme qui a amené beaucoup de poulets à l'ambassade pour assister. Et beaucoup de nos compatriotes ont été protégés par les Tunisiens. Et c'est là vraiment, ça démontre l'amitié entre les peuples. Quoi, les peuples sont... Même scénario à l'aéroport d'Abidjan. Kandia Camara, la ministre ivoirienne des Affaires étrangères et le Premier ministre ont accueilli leurs ressortissants, dont 45 femmes et 35 enfants. Avant les départs, plus de 1300 Ivoiriens et plus de 300 Maliens s'étaient inscrits sur des listes pour quitter le pays, craignant une vague de violence après le discours contre les migrants du président tunisien. Aujourd'hui, il y a 145 personnes qui sont arrivées. Mais ce sont au total 1300 personnes qui se sont inscrites volontairement pour un rapatriement ici en Côte d'Ivoire. Dans la même journée, le ministère tunisien des Affaires étrangères a annoncé que les ressortissants d'Afrique subsaharienne qui souhaitent retourner dans leur pays seront exonérés des pénalités imposées à toute personne en séjour irrégulier. Dans l'actualité sportive, l'international marocain Achraf Hakimi, sociétaire du PSG, a été mis en examen pour un viol présumé sur une jeune fille de 24 ans. Les faits se seraient déroulés le 25 février dernier. Et plus de précisions dans cet élément. Hakimi à l'entraînement ce vendredi avec ses coéquipiers au lendemain de sa mise en examen pour viol. Son avocate, elle, évoque une tentative de racket. Le joueur marocain du PSG, devenu l'un des proches amis de Kylian Mbappé depuis son arrivée à Paris, dément les accusations à son encontre. Une jeune femme de 24 ans affirme avoir été violée par Hakimi dans la nuit de samedi à dimanche. Des faits qui se seraient déroulés au domicile du joueur en banlieue parisienne, où elle s'était rendue après avoir fait sa connaissance sur un réseau social. Elle l'aurait ensuite repoussé et pris la fuite avant de se rendre dans un commissariat pour faire une déposition sans porter plainte. Elle a été de nouveau entendue mercredi par la police. Lors de sa conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a préféré éviter toute question sur le sujet. Je pense qu'on vous a informé, je ne répondrai à aucune question concernant l'extra sportif d'Achraf Hakimi et que le club a déjà communiqué concernant la situation. La direction du PSG a en effet apporté son soutien aux joueurs incriminés et dit faire confiance à la justice. Mais cette nouvelle affaire tombe mal pour ce club habitué à ce que le domaine extrasportif fasse de l'ombre au football lui-même. En 2019, c'est la star brésilienne Neymar qui avait dû répondre d'accusations de viol au Brésil avant d'être blanchi.
Dans l'actualité du mardi 7 mars, la crise des migrants en Tunisie revenait encore au sommaire de notre sélection. Et face à la levée de boucliers suscitée par les propos du président Kais Saied sur la théorie du grand remplacement de la Tunisie blanche, le gouvernement a annoncé dimanche des mesures en vue de la protection des droits des migrants. On suit ensemble cet élément. Après le virulent discours du président Kais Saied, l'administration fait marche arrière et promet de lever les obstacles pouvant faciliter l'obtention des cartes de séjour pour les étudiants et étrangers d'Afrique subsaharienne. Parmi les nouvelles décisions rendues publiques dimanche, Tunis s'est engagé à prolonger les attestations de résidence de 3 à 6 mois pour ces personnes. Et alors que les pays ont commencé à rapatrier leurs ressortissants, les autorités tunisiennes ont décidé de les accompagner en allégeant les pénalités. Un numéro vert est désormais disponible pour leur permettre d'alerter en cas de violation de leurs droits. Mais après ces nouvelles mesures, beaucoup s'interrogent encore sur leurs effets à court terme, puisque depuis le discours incendiaire du président, ils sont nombreux à vivre dans la rue parce que chassés abusivement de leur logement ou de leur travail. Notons qu'en Tunisie, un contrat de bail est obligatoire pour un renouvellement de la carte de séjour. Au Burkina Faso, la junte au pouvoir cherche encore péniblement à enrayer l'insécurité djihadiste. Ce vendredi 3 mars, un couvre-feu a été instauré dans l'ensemble des régions du nord du pays suite à un nouveau massacre ayant fait une douzaine de morts parmi les populations civiles. Afin de lutter contre les attaques djihadistes qui sévissent dans la région du Sahel, un couvre-feu allant de 22h à 5h du matin a été instauré dans toute la région nord du Burkina Faso et dans 2 autres provinces du pays vendredi. Cette décision fait suite à l'attaque de jeudi ayant fait 12 morts dans le village de Aorema, situé à une dizaine de kilomètres de Waigua. Mi-février, le couvre-feu en vigueur depuis 2019 dans la région de l'Est avait été prolongé de 3 mois jusqu'au 21 mai inclus. Le gouvernement de transition s'est saisi de la lutte contre les groupes djihadistes qui prolifèrent dans la région du Sahel, notamment après avoir exigé le départ des troupes françaises de l'opération Sabre, présente dans le pays d'Afrique de l'Ouest depuis 2009, sans succès. Depuis l'année dernière, le sentiment anti-français est grandissant dans le pays comme dans de nombreuses autres nations africaines, désireuses de retrouver leur souveraineté. Et on sort du continent pour aborder le chapitre du nucléaire iranien. Il y a urgence selon Washington. Les États-Unis tiennent absolument à éviter des frappes israéliennes sur l'Iran, ce qui pourrait déclencher un conflit régional de grande ampleur. Jérusalem suit de près l'évolution des activités nucléaires de Téhéran, qui d'après de récentes révélations de l'AIEA, aurait enrichi son uranium à 84%. Israël pourrait attaquer l'Iran par surprise. L'inquiétude monte aux États-Unis. L'administration Biden a décidé d'envoyer en Israël au pied levé les 2 plus hautes personnalités du Pentagone, le chef d'état-major américain Mark Alexander Milley et le ministre de la Défense Lloyd Austin. La raison est claire, la Maison-Blanche et le Pentagone craignent que le gouvernement israélien ne surprenne les États-Unis en attaquant l'Iran et les entraîne ainsi dans un conflit militaire au Moyen-Orient. En toile de fond de cette série de réunions se tient la révélation il y a 2 semaines des inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Iran aurait enrichi de l'uranium à hauteur de 84% dans son installation souterraine de Fordo, inquiétant les services de sécurité israéliens. L'armée israélienne a accéléré ses préparatifs pour une possible attaque contre les sites nucléaires de la République islamique. 4 questions seront donc à l'ordre du jour des réunions entre les responsables israéliens et américains. Tout d'abord, comment dissuader l'Iran d'enrichir de l'uranium jusqu'à 90%. Ensuite, les possibles réactions coordonnées de Jérusalem et Washington si l'Iran parvient au seuil nucléaire. En parallèle des craintes américaines, le média américain Fox News affirme que l'Iran a conclu des accords secrets avec la Russie pour assurer les expéditions et le transfert d'uranium, chose qui pourrait contrecarrer tout projet d'un futur accord nucléaire. Selon le média américain, le président russe Vladimir Poutine aurait accepté de restituer l'uranium enrichi qu'il a reçu de l'Iran si un futur accord nucléaire avec les grandes puissances échouait.
Mercredi 8 mars, entre autres faits d'actualité retenus dans notre sélection, la rencontre à l'Élysée entre le président français Emmanuel Macron et son homologue béninois Patrice Talon. Les deux hommes évoquaient le 7 mars les questions liées au renforcement de la coopération bilatérale entre leurs deux pays, notamment en ce qui concerne le soutien de la France aux forces armées du Bénin dans le cadre de la lutte antiterroriste. Reportage. Le président français Emmanuel Macron a accueilli son homologue béninois Patrice Talon à l'Élysée mardi pour un déjeuner de travail. L'entretien portait sur le suivi de la visite au Bénin en juillet dernier, notamment le soutien à la formation professionnelle, le renforcement des liens économiques, les projets de coopération culturelle et le soutien aux forces armées béninoises en termes d'équipement pour la lutte contre le terrorisme. Le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire, trois États du Golfe de Guinée, font face à une menace djihadiste croissante, alors que la violence s'étend vers le sud depuis les pays sahéliens du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Au sujet marquant de l'actualité du mercredi, la Chine qui craint le risque d'une confrontation militaire directe avec les États-Unis. C'est le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, qui a donné l'alerte ce mardi à Pékin. Parmi les principaux sujets qui fâchent entre les deux superpuissances, les accusations de Washington sur une éventuelle fourniture d'armes chinoises à la Russie, la question taïwanaise ou encore la gestion de la crise des ballons. Suivons ensemble cet élément pour mieux comprendre. Le chef de la diplomatie chinoise a mis en garde contre la possibilité d'un conflit avec les États-Unis en jugeant inacceptables les critiques de Washington, alors que les contentieux entre les deux grandes puissances se multiplient. Les Américains accusent notamment Pékin de vouloir envoyer des armes à la Russie pour l'aider dans sa guerre contre l'Ukraine. L'affaire du ballon chinois le mois dernier abattu au-dessus du ciel américain avait exacerbé un peu plus les tensions entre les deux grandes puissances. Le chef de la diplomatie chinoise a appelé les États-Unis à la retenue. 不踩刹车，继续沿着错误的道路狂飙下去，再多的护栏也挡不住脱轨翻车，陷入对抗冲突。谁来承担其灾难性的后果？ La Chine a également mis en garde les États-Unis contre toute ingérence à Taïwan et ajouté que Pékin se réservait la possibilité de prendre des mesures si l'île déclarait son indépendance. En France, ils étaient des centaines de milliers, voire des millions à se mobiliser ce mardi 7 mars dans les rues des grandes villes françaises pour manifester contre la réforme des retraites. Selon la police, 1 300 000 personnes ont répondu à l'appel de l'opposition et des syndicats. Les organisateurs parlent, eux, de 3 millions de manifestants. Le point dans ce reportage. Mettre la France à l'arrêt. C'était le mot d'ordre lancé par les syndicats pour cette journée du 7 mars. Comme ici, à Paris, où le cortège s'était lancé vers 14 h. De nombreux corps de métier représentés avec un seul mot d'ordre, le retrait de la réforme. Cette réforme a juste une vocation à nous faire travailler plus pour pas de bénéfices supplémentaires. On ira jusqu'au bout, jusqu'à ce que le gouvernement plie devant la décision de la rue. Aujourd'hui, on est là pour la 6e fois, tout simplement parce que les postulats de base de cette réforme des retraites, pour nous, ne sont pas bons. On est parti sur des hypothèses qui ne sont pas vérifiées. Donc aujourd'hui, on vient encore manifester notre opposition à cette réforme qui n'est pas justifiée ni économiquement ni socialement. Côté syndicat, on salue une mobilisation historique. Cette colère, la colère sociale, la colère du monde du travail face à une réforme injuste, elle est toujours aussi puissante et elle se manifeste aujourd'hui de façon encore plus puissante dans la rue. Moi, je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, on a une mobilisation qui est historique au regard des 40 ou 50 dernières années en termes de nombre de personnes mobilisées. À Marseille, les manifestants s'étaient donné rendez-vous sur le Vieux-Port. Marseille, ville où s'est rendu Jean-Luc Mélenchon. Le chef de la France insoumise était plutôt confiant au départ de la mobilisation.
La bataille commence aujourd'hui. Dans quelques heures, on peut dire le pays tout entier s'arrêtera, puisque l'une après l'autre, les professions entrent dans la lutte. Dans un grand nombre de secteurs décisifs pour la vie du pays, la grève est reconductible et on doit s'attendre à ce que demain et après-demain soient des jours encore de mobilisation sociale très intense et justifiée. Selon la CGT, 700 000 personnes ont manifesté à Paris contre 80 000 selon les chiffres de la police. On en vient aux informations de ce jeudi 9 mars. Et on met tout d'abord le cap sur la Tunisie, où le chef de l'État Kais Saied recevait ce mercredi son homologue bissau-guinéen, Oumarou Sissoko, président en exercice de la CEDEAO. Le numéro 1 tunisien a saisi l'occasion pour dénoncer une interprétation tendancieuse de ses propos qui avaient été suivis par une résurgence des actes d'hostilité sur les ressortissants subsahariens. On l'écoute. Il y a l'État tunisien, il y a la légalité tunisienne, souveraine, concernant le statut des étrangers, malgré que ce sont nos frères. Bon, ils n'ont pas la nationalité tunisienne, mais ce sont nos frères. Je crois que n'importe quel pays n'acceptera pas qu'il y ait des juridictions parallèles aux juridictions de l'État, des actes de mariage en dehors de toute légalité. Tout cela est inacceptable. Je suis contre la traite des êtres humains, des Africains particulièrement, soit en Tunisie, soit ailleurs. Mais cette situation concernant les Africains ne peut pas être interprétée par les langues malveillantes comme ils l'ont fait ces derniers jours de racisme. De quoi ils parlent? Ils divaguent. Tout d'abord, j'ai un certain nombre de ma famille qui sont mariés à des Africains. Mes amis à la faculté de droit de Tunis étaient des Africains. Un voisinage historique avec les cadres et les agents de la Banque africaine de développement en Tunisie, lorsque l'Abad s'est installé en Tunisie pendant un certain nombre de temps. Un voisinage extraordinaire. Nous vivons comme des frères. Mais ce qui est inacceptable, c'est de voir ou interpréter des propos pour nuire à la Tunisie, pour nuire avec un certain nombre d'États africains. Ceux qui veulent nuire, voilà un flagrant démenti aujourd'hui à l'occasion de votre escale pour leur dire: mesdames et messieurs, vous vous trompez d'adresse et de personne. Au Mali, la version finale du projet de constitution remis le 27 février au chef de la junte au pouvoir, Assimi Goïta, rencontre déjà des oppositions. Ce mercredi, des imams ont ouvertement appelé leurs fidèles à voter contre le test qui sera soumis le 19 mars prochain. Ces guides religieux y dénoncent la notion de laïcité et qui, selon eux, nuit aux intérêts de l'islam. Le projet final de constitution remis fin février au président de la transition malienne fait encore débat. Mardi, la Ligue malienne des imams et savants pour la solidarité islamique a rejeté ce document. La Ligue s'oppose à la notion de laïcité dans le texte et exige qu'elle soit remplacée par l'expression État multiconfessionnel. La Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, l'imama, agissant pour Allah, subhanahu wa ta'ala, pour Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pour l'islam et pour notre patrie, le Mali, exhorte solennellement tous les musulmans patriotes à voter contre le projet de constitution sous sa forme actuelle lors du référendum. Le projet de constitution explique pourtant que la laïcité ne s'oppose pas à la religion et aux croyances. Elle vise plutôt à promouvoir le vivre ensemble.
Mais les imams dénoncent une ruse utilisée pour régenter les religions. La laïcité, dont la définition est en géométrie variable, est une astuce que les gouvernants utilisent à leur guise pour cadenasser là où les religions. Le référendum constitutionnel doit avoir lieu en principe au Mali le 19 mars, mais ces chefs religieux ont déjà demandé à leurs fidèles de voter contre. On vous le disait également, en Ukraine, l'OTAN craint une chute imminente de la ville de Bakhmout dans les prochains jours. Ce mercredi, le secrétaire général de l'organisation, Jens Stoltenberg, s'est montré sceptique quant aux chances de l'Ukraine de garder le contrôle de ce verrou stratégique du Donbass. Des précisions dans cet élément. De la fumée s'élève au-dessus de la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. La ville est le théâtre d'intenses combats depuis des semaines. Le groupe de mercenaires Wagner, en première ligne côté russe, affirme désormais contrôler entièrement l'est de la ville. L'Ukraine dément cette information tout en reconnaissant que la situation y est difficile. Interrogé sur le sujet, le chef de l'OTAN a averti que la ville pourrait bientôt tomber aux mains des Russes. Good morning. We can not rule out that Bakhmut may eventually fall in the coming days. And therefore, it is also important to highlight that this does not necessarily reflect any turning point of the war. Pour saluer la résistance de ces soldats, l'armée ukrainienne remet des médailles aux plus valeureux. Le président Zelensky veut éviter à tout prix de perdre le contrôle de Bakhmout, craignant en effet qu'un tel revers ukrainien ne galvanise le camp ennemi. Pendant ce temps, l'Union européenne tente de se coordonner pour fournir des munitions à l'Ukraine. L'UE envisage de débloquer 1 milliard d'euros à cet effet. On boucle naturellement notre recap de l'actualité hebdomadaire avec les informations développées ce vendredi 10 mars. Au Sénégal, l'ex-premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré a été placé en garde à vue ce jeudi à l'origine des déboires judiciaires du président du mouvement Démocratie et République, une lettre ouverte dans laquelle il demande des comptes au président Macky Sall sur un hypothétique don de près de 8 milliards à la leader française d'extrême droite, Marine Le Pen, lors de son passage à Dakar en janvier 2023. On fait le point dans ce reportage. L'ancien premier ministre sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré a été placé jeudi en garde à vue à Dakar pour avoir demandé dans une lettre ouverte des réponses au président Macky Sall sur un don financier à Marine Le Pen, sans la nommer. L'ancien ministre du Budget voulait savoir si la responsable du Rassemblement national avait ou non reçu une somme de 12 millions d'euros lors de son séjour au Sénégal en janvier dernier. L'homme politique a également demandé au président sénégalais s'il est dans la logique du report de l'élection présidentielle de 2024. Cette lettre ouverte a été reprise en boucle par les médias locaux et déclenché la colère du pouvoir. Dans un communiqué paru mardi, les autorités rejettent et condamnent ce qu'elles qualifient d'insinuation lâche et sans fondement. Accusé de museler l'opposition, le gouvernement invoque une juste application de la loi. Et enfin, en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a vivement condamné ce jeudi la série de frappes russes perpétrées sur l'ensemble de son territoire plus tôt dans la journée. Au moins 6 morts ont été recensés dans les bombardements. Le président ukrainien a déclaré ce jeudi soir que peu importe la perfidie des actions de la Russie, notre État et notre peuple ne seront pas enchaînés. Volodymyr Zelensky a fait cette déclaration suite aux nouvelles frappes massives russes qui ont provoqué une vague de coupures d'électricité, notamment à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Це критична ситуація. І Росія йде свідомо на створення таких критичних ситуацій на наших атомних об'єктах. Це просто вже за визначенням означає, що Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері. А отже, чим швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, тим безпечніше буде світу. Не можна залишити державі-терористу жодної можливості використовувати будь-які атомні об'єкти будь-де у світі для терору. Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a lui estimé que les frappes sur la centrale de Zaporizhzhia étaient une grave violation de la sécurité nucléaire. Zaporizhzhia is the biggest nuclear power plant in Europe, the biggest in Europe, and Russia is putting in danger
the entirety of our joint European continent, Russia included. Dans le secteur de Bakhmout, la Russie redouble ses efforts pour en prendre le contrôle. Le gouvernement ukrainien continue, lui, d'envoyer des renforts pour ne pas voir la ville symbole tomber. Et c'est donc la fin de cette grande édition de la semaine. Merci de votre fidélité sur Radio Télévision. Prenez soin de vous et surtout à la semaine prochaine.